Mes parents ont dépensé les 35 000 $ prévus pour mon opération de l'endométriose pour organiser une fête d'anniversaire de mariage afin d'éclipser les Pemberton au country club. Quand je les ai exposés sur Facebook 2 ans plus tard, ma mère a engagé une agence de relations publiques et a tenté de me faire renvoyer, mais la coordinatrice des événements du country club avait toujours le reçu. Quand mon copain et moi avons fêté nos 5 ans, ma mère a pratiquement organisé un gala. 200 invités, un quatuor à cordes, des sculptures de cygnes en glace, un bar ouvert avec des alcools haut de gamme. Tout le country club était là. Tout le monde disait à ma mère à quel point la fête était incroyable. Vous vous êtes surpassée, Patricia, gloussa Madame Wellington. Quelle soirée élégante, ajouta une autre femme. Ma mère se pavanait comme un paon. Eh bien, 5 ans, ça n'arrive qu'une fois. On planifiait ça depuis des lustres, mais quelque chose me paraissait bizarre. Maman disparaissait régulièrement aux toilettes et revenait avec du rouge à lèvres tout frais et un sourire forcé. Quand j'ai essayé de la remercier pour avoir célébré notre relation, elle m'a écarté d'un geste sec avec un rire cassant. « Contente-toi de profiter, chérie », m'a-t-elle dit, ses yeux balayant sans cesse la foule. La fête avait dû coûter une fortune. Le lieu à lui seul était un de ces manoirs historiques qu'on peut louer. Il y avait des serveurs en gants blancs, une pyramide de champagne. Ils avaient même engagé un photographe et un vidéaste professionnel. Je me suis dit qu'ils voyaient ça comme un investissement, vu que mon copain et moi allions sûrement nous marier. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel qui a tout bouleversé. « Mademoiselle Harrison, ici le cabinet du docteur Kumar. Nous devons discuter du paiement de votre prochaine opération. » Ma gorge s'est nouée. Qu'est-ce qu'il y a? Le compte que vous nous avez fourni est insuffisamment approvisionné. Le dépôt de 35 000 $ a été refusé. J'ai raccroché et foncé chez mes parents. Ils étaient dans le salon, devant la télé, comme si c'était un mardi banal. Maman pliait du linge. Papa somnolait dans son fauteuil. « Il faut qu'on parle », ai-je dit d'une voix tremblante. « De quoi, ma chérie ?» dit maman sans même lever les yeux. « Mon compte pour l'opération. Il est vide. Tout est parti. » Je m'attendais à ce qu'il fasse semblant d'être surpris. Mais non. Maman s'est contentée de dire. « Ah, ça. Vous avez pris mon argent pour la fête ?» Elle posa le t-shirt qu'elle pliait et soupira, comme si j'étais pénible. La fille des Pemberton a eu droit à un simple dîner au restaurant pour ses 5 ans. Comment ça aurait fait si on avait fait moins? Les gens auraient cru que tu étais une fille facile. J'ai besoin de cette opération, ai-je chuchoté, les larmes aux yeux. L'endométriose empire. Papa se redressa enfin dans son fauteuil. Tu es jeune. Tu peux attendre encore quelques années, épargner à nouveau. Quelques années? Je souffre en permanence. Il y a des jours où je ne peux même pas travailler. Ne sois pas si dramatique, dit maman en reprenant son linge. Les femmes ont toujours supporté ce genre de choses. Tu vas t'en sortir. 35 000 $ envolés. Pour prouver au country club que la relation de leur fille méritait mieux que celle des Pemberton. Je les fixais, ces gens censés m'aimer. L'opération était prévue dans 2 mois. J'avais déjà posé mes congés, passé tous les examens préopératoires. Et maintenant, plus rien. Ce soir-là, j'ai appelé ma tante Sarah. C'était la sœur de maman, mais elle s'était brouillée il y a des années. Je comprenais enfin pourquoi. Cette sorcière égoïste, a soufflé Sarah. Viens chez moi. On va trouver une solution. Vivre sans l'opération, c'était l'enfer. Je manquais sans cesse le travail, j'ai été licencié à cause de mes absences, j'ai retrouvé un emploi et je l'ai reperdu. Certains matins, je ne pouvais même pas me tenir droite. Je vivais sous antidouleur, qui n'avait plus beaucoup d'effet. Pendant ce temps, mes parents continuaient leur vie de country club. Maman est devenue responsable des événements. Ils organisaient des dégustations de vin, participaient à tous les galas, postaient des photos en tenue de soirée. Les priorités, n'est-ce pas? Ils ne m'ont jamais demandé comment j'allais. Jamais proposé leur aide. 2 ans plus tard, j'ai enfin pu financer l'opération. Pas grâce à eux, mais grâce à ma tante, un prêt médical et une cagnotte GoFundMe qui a attiré l'attention après que j'ai partagé mon histoire. L'opération a été un succès. Le soulagement a été immédiat. Je pouvais enfin travailler sans douleur. J'ai eu 2 promotions en 6 mois parce que je pouvais être présente, tout simplement. Puis ma mère a posté un long message sur son compte Facebook privé. Elle y disait combien elle était fière que j'ai surmonté mes problèmes de santé, que c'est elle qui m'avait appris la résilience et la force. Parfois, les parents doivent faire des choix difficiles, écrivait-elle. Mais regardez comme elle est forte grâce à cela. Là, j'ai craqué. J'ai fait une capture d'écran de son post et j'ai rédigé le mien. J'ai publié les relevés bancaires, les dossiers médicaux montrant 2 ans de passage aux urgences, les factures. Tout. Des choix difficiles? Vous voulez dire voler 30 000 $ destinés à mon opération pour impressionner vos copines du country club? Quand j'ai cliqué sur publier, des larmes coulaient sur mon visage. J'ai aussitôt éteint mon téléphone, terrifié par ce qui allait suivre. Et quand je l'ai rallumé 1 heure plus tard, j'ai enfin compris pourquoi on dit qu'il faut faire attention à ce qu'on poste sur Internet.
Parce que ça avait explosé, mais auprès des mauvaises personnes. Mon écran s'est illuminé de notifications. Les chiffres grimpaient plus vite que je ne pouvais les lire. 5000 partages. Puis 10 000. Des commentaires de parfaits inconnus, mais aussi de gens que je connaissais. Des gens du fameux country club. Le premier appel est arrivé quelques minutes plus tard. Le numéro de maman s'est affiché, mais ce n'était pas sa voix. Elle était brouillée, mais je pouvais l'entendre hurler. Elle avait vu le poste. Madame Wellington l'avait déjà désinvité d'une réunion de charité prévue le lendemain. En arrière-plan, j'ai entendu la voix de papa, plus calme mais nette. Peut-être qu'on le mérite, Patricia. Je tremblais en capturant tout. Un commentaire d'une avocate m'a tout de suite frappé. Margaret Hutchinson, une amie de golf de maman, avait écrit « C'est de la diffamation. Je t'aiderai à la poursuivre. » Preuve. J'ai tout sauvegardé. Mon copain a débarqué chez moi 20 minutes plus tard, livide. Sa mère l'avait appelé au travail. Elle avait vu mon post partagé dans le groupe de son club de lecture. La bague de fiançailles qu'il avait achetée la semaine précédente était encore dans sa poche, mais maintenant, sa mère lui imposait un choix. Elle ou l'héritage. Elle ou la paix familiale. Il faisait les 100 pas dans mon salon, se passant la main dans les cheveux. La boîte de la bague faisait une bosse discrète dans sa veste. Mon téléphone a encore sonné. Ma tante Sarah, cette fois. Sa voix était urgente. La meilleure amie de maman, Janet, diffusait déjà une autre version dans leur groupe privé. Selon elle, j'étais instable depuis l'opération. Elle racontait que j'avais tout inventé pour attirer l'attention. Le post a atteint les 50 000 partages pendant que je fixais mon écran. Les membres du country club menaçaient maintenant de poursuites, d'actions en justice, de lettres de mise en demeure. Chaque commentaire plus agressif que le précédent. J'ai dû faire un choix. Supprimer la publication et laisser maman gagner, ou la laisser en ligne et affronter les conséquences. Mon doigt tremblait au-dessus du bouton au supprimer. Puis j'ai vu un commentaire d'une femme que je ne connaissais pas. Ma mère m'a fait la même chose. Merci d'avoir pris la parole. J'ai laissé le post en ligne. Mon copain a cessé de faire les 100 pas. Il m'a regardé, puis son téléphone, où les messages de sa mère continuaient d'affluer. J'ai besoin de temps pour réfléchir à nous, a-t-il dit. Ces mots m'ont blessé bien plus que les cris de ma mère. Il est parti, me laissant seul avec mon téléphone qui explosait de notifications. 3 jours ont passé dans un flou d'alertes et de messages. Le travail était devenu mon seul refuge, jusqu'à ce qu'une collègue m'attrape discrètement pendant la pause du matin. Ta mère a appelé l'accueil hier, m'a-t-elle dit à voix basse. Elle a parlé d'une urgence familiale. Elle a demandé ton emploi du temps. Le café dans mon estomac est soudain devenu amer. Maman passait à la vitesse supérieure. Pendant la pause déjeuner, j'ai reçu un SMS depuis le téléphone de mon père, mais les mots étaient clairement ceux de maman. Chaque dollar que tu me coûtes en réputation, je te le ferai payer dans la réalité. Capture d'écran. Ajouté au dossier de preuves, qui ne cessait de grossir. Les appels à mon bureau ont commencé l'après-midi même. La voix de ma mère, mielleuse, pleine de fausses inquiétudes, elle disait à notre réceptionniste que je faisais une crise de santé mentale, évoquait un comportement instable récent, suggérait qu'on me surveille de près. À la fin de la semaine, elle avait même appelé notre plus gros client. Une collègue a entendu une partie de la conversation, maman leur disait que j'étais en plein effondrement et que je risquais d'être peu fiable pour leur projet. Puis un email de la banque est arrivé. Tentative de connexion inhabituelle depuis un nouvel appareil. Localisation, le quartier de maman. J'ai eu froid dans le dos. J'avais changé la plupart de mes mots de passe après avoir quitté la maison, mais visiblement pas tous. 3 adolescents du country club ont vu mon post et ont commenté. Leurs parents prenaient parti. Certains soutenaient ma mère, croyant à sa version de victime. D'autres disaient avoir vu clair en elle depuis des années. Ils parlaient d'intervention, pour elle, comme pour moi. Papa a fini par m'envoyer un SMS, depuis son propre téléphone cette fois. Ta mère a perdu la tête. Elle a engagé une agence de relations publiques. J'ai peur de ce qu'elle va faire. Mais quand je lui ai demandé s'il accepterait de parler publiquement, il est devenu silencieux. Il la choisissait, encore. Quelqu'un a retrouvé un vieux SMS de maman et l'a posté dans les commentaires. Datant de 2 ans, juste après que j'ai perdu mon 2e emploi. Tu te souviens, chérie? L'image, c'est tout. Sans elle, tu n'es rien. Ses propres mots, maintenant tournés contre elle. Un faux compte Facebook est apparu pendant la nuit. Un prétendu voisin inquiet racontait que j'avais des problèmes de drogue pendant ma convalescence. Un ancien collègue affirmait que j'avais été renvoyé pour instabilité. Des mensonges, tous traçables à des adresses IP dans la zone où vit ma mère. Un client majeur a envoyé un email à mon entreprise. Il se demandait s'il était prudent de continuer à travailler avec quelqu'un mêlé à des querelles familiales aussi publiques. Mon patron n'avait pas encore vu le poste, mais ce n'était qu'une question de temps. Le directeur RH m'a convoqué le lendemain matin. Il joue au golf au country club tous les dimanches. Ma mère l'avait contacté. Peut-être que tu devrais prendre un peu de recul, m'a-t-il dit. Laissez passer l'orage. La menace était polie,
mais bien réel. J'ai passé ma pause déjeuner à tout capturer. Capture d'écran, sauvegarde multiple, documentation de chaque faux compte, chaque message menaçant, chaque tentative de me détruire. Le dossier s'agrandissait d'heure en heure. Ce soir-là, j'ai fait une découverte horrible. Je me suis demandé ce que maman cachait vraiment lorsqu'elle disparaissait sans cesse aux toilettes pendant cette grande fête. Rouge à lèvres toujours refait, sourire forcé. Ce n'était pas juste du stress. Elle avait toujours mon mot de passe, depuis qu'elle m'avait aidé pour mes candidatures à l'université, des années auparavant. Elle lisait mes candidatures d'emploi, mes emails personnels, mes messages privés. Tout. Ma tante Sarah m'a appelé, la voix chargée de colère. Son club de lecture remettait en question sa version des faits maintenant. Janet, la meilleure amie de maman, était allée voir chaque membre du groupe en personne, semant son venin à coups de récits déformés sur notre famille. Le mensonge se propageait plus vite que la vérité. Un schéma est apparu dans les commentaires. Tous les partisans de maman utilisaient les mêmes expressions, fille ingrate, problèmes mentaux, chercheuse d'attention. Comme s'ils suivaient un script. La réceptionniste du docteur Kumar m'a envoyé un message privé. Ta mère a appelé hier. Elle a prétendu être toi. Elle a essayé d'obtenir tes dossiers médicaux. On n'a pas été dupes. Même ma vie médicale n'était plus à l'abri. Et puis, à ma grande surprise, une alliée est apparue. La sœur de mon copain m'a contacté. Je te crois, disait son message. Ma mère a tort. Il t'aime encore, mais elle le menace de le déshériter. Une fissure dans l'unité familiale. Le vent a commencé à tourner quand Madame Pemberton a commenté publiquement. Patricia se vantait que cette fête avait coûté exactement 35 000 $. Je me souviens avoir trouvé ça vulgaire de parler du prix. Enfin, quelqu'un de l'entourage proche de maman confirmait la vérité. Un message anonyme est arrivé, envoyé par un employé du country club. Ta mère est dans le hall en ce moment, en train de pleurer à propos de sa fille dérangée. La moitié des gens la croient, l'autre non. Mais le personnel sait qu'elle ment. Les manipulations de maman allaient plus loin que je n'aurais pu imaginer. Elle s'est liée d'amitié avec mon ancien thérapeute, Dr Marcus, au country club. Elle l'a approché pendant leur match de tennis hebdomadaire. Je ne l'ai découvert que lorsque le docteur Marcus m'a soudainement envoyé un email, m'exprimant ses inquiétudes à cause de ce que ta mère m'a rapporté à propos de ton comportement récent. La violation de confidentialité m'a glacé. Il avait rompu le secret professionnel pour discuter de mes séances avec la personne même qui avait causé mon traumatisme. J'ai immédiatement transmis son mail à l'ordre des thérapeutes, documentant la faute. Mes mains tremblaient en écrivant. Maman avait transformé mes tentatives de guérison en armes. Elle avait trouvé mes moments les plus vulnérables et s'en servait contre moi. Le pharmacien qui me délivrait mes antidouleurs depuis 2 ans a vu mon post. Il a commenté, publiquement. Il a raconté m'avoir vu lutter pour me permettre mes médicaments, devoir parfois choisir entre soulager ma douleur et faire les courses. Son témoignage avait un poids que les soutiens anonymes n'avaient pas. Un professionnel de santé confirmant mes souffrances. Cela anéantissait complètement la version de maman sur la fille dramatique. Mon téléphone a vibré à 2 heures du matin. Le nom de mon copain est apparu. Mon cœur s'est emballé en lisant son message. Sa mère lui avait donné un ultimatum pendant le dîner, son argent ou moi. Il a fait ses valises et est allé s'installer chez sa sœur. Il m'a choisi. Le soulagement m'a fait éclater en sanglots dans mon oreiller. Je me suis rendu compte que quelqu'un tentait d'accéder à mon compte Google. Encore. Les alertes de sécurité indiquaient la zone de maman. J'ai immédiatement activé la double authentification et créé des sauvegardes cryptées dans le cloud pour toutes mes preuves. Chaque capture d'écran, chaque message menaçant, chaque faux compte, stocké dans plusieurs endroits sûrs. L'idée d'impliquer les autorités m'a effleuré, mais je savais que les conflits familiaux recevaient rarement une réelle attention. Cette guerre se jouerait dans le tribunal de l'opinion publique, pas dans une cour de justice. Je devrais me battre à travers mes canaux personnels. Les donateurs de ma cagnotte GoFundMe ont commencé à partager leurs propres histoires dans les commentaires. Des femmes dont les parents avaient vidé les fonds pour l'université. Des hommes dont les mères avaient volé leur identité pour ouvrir des cartes de crédit. Le schéma de l'abus financier parental parlait à bien plus de gens que je ne l'aurais cru. Un réseau de soutien inattendu s'est formé, naturellement. Ma tante Sarah a fait une découverte choquante en triant de vieux documents. Des relevés bancaires de mon compte épargne d'enfance montraient des retraits réguliers pendant des années. L'argent de mes anniversaires, les cadeaux de Noël, même mes revenus de distribution de journaux, tout avait été emprunté par maman pour des dépenses familiales. Ce n'était pas son premier vol. C'était un schéma, qui remontait à des décennies. Un message est arrivé, d'une personne dont je n'avais jamais entendu parler. La colocataire de fac de ma mère a retrouvé ma publication. Elle a révélé que maman avait fait la même chose à sa propre sœur il y a 20 ans, elle lui avait volé un héritage de 18 000 $ destiné à payer son école d'infirmière, en prétendant qu'il s'agissait d'une opportunité d'investissement. Voilà pourquoi tante Sarah l'avait vraiment coupé de sa vie. Le secret de famille faisait enfin sens. J'ai décidé de ne pas envenimer le drame publiquement. À la place,
J'ai publié une mise à jour calme, remerciant les personnes qui m'avaient soutenu. Aucune attaque contre ma mère, juste de la gratitude envers ceux qui m'avaient cru. Cette réponse digne rendait ses commentaires de plus en plus frénétiques, encore plus délirants en comparaison. Son désespoir a culminé lorsqu'elle m'a exigé de signer un accord de confidentialité. Le document est arrivé par l'email de mon père, avec une échéance fixée au vendredi. Papa m'a envoyé un message à part pour me prévenir qu'elle prenait ça très au sérieux. Elle avait déjà consulté 3 avocats pour m'obliger à me taire. Mais sa menace semblait creuse, surtout que ses propres avocats abandonnaient l'affaire les uns après les autres après avoir découvert la vérité. Une ancienne co-organisatrice de ses œuvres caritatives m'a contacté en privé. Elle avait travaillé avec maman pendant des années à organiser des collectes de fonds. Son message laissait entendre que des dons avaient été mal gérés, avec de l'argent qui disparaissait entre les événements et les dépôts en banque. Elle n'avait pas de preuves, mais d'autres personnes avaient aussi remarqué des incohérences. Le schéma d'abus financier dépassait donc le simple cadre familial. J'ai croisé maman à l'épicerie, sa première approche directe depuis l'explosion de l'affaire. Le mascara coulait sur ses joues lorsqu'elle m'a coincé près des fruits et légumes. Elle m'a attrapé par le bras en me demandant si la détruire en valait vraiment la peine. Je me suis dégagé calmement et j'ai continué mes courses. Son effondrement public a attiré les regards des autres clients. Elle m'a suivi jusqu'au parking, me proposant 10 000 $ pour que je supprime tout. Une enveloppe pleine de cash à la main, elle me l'a agitée sous le nez, désespérée. Quand j'ai refusé, son masque est tombé complètement. Elle m'a promis de me prendre tout ce que j'aimais si je ne coopérais pas. J'ai enregistré ses menaces sur le dictaphone de mon téléphone avant de partir. La sœur de papa m'a appelé le soir même. La famille élargie connaissait les problèmes de Patricia depuis des années, mais était restée silencieuse pour préserver la paix. Même le pasteur Williams avait essayé de les conseiller au sujet de ses dépenses et de ses manipulations. Ils se sont excusés de ne pas m'avoir protégé plus tôt. Leur validation signifiait tout après des années de gaslighting. Quelqu'un a analysé les horaires des publications Facebook de maman où elle jouait la mère en deuil pendant ma crise médicale. Elles avaient été programmées pendant que j'étais en chirurgie. Elle avait fabriqué sa narrative de victime pendant que j'étais sous anesthésie. Cette cruauté calculée m'a coupé le souffle. Le réseau de soutien de maman s'est réduit rapidement. Son noyau dur s'est effondré jusqu'à ne plus compter que 5 femmes, qui avaient elles-mêmes leurs secrets à protéger. Qui se ressemble s'assemble, comme on dit. Même elle semblait mal à l'aise face à son comportement de plus en plus erratique. Le directeur de banque m'a appelé par courtoisie. Ils avaient bloqué plusieurs tentatives d'accès suspectes à mes comptes. Quelqu'un connaissant mes questions de sécurité avait essayé de réinitialiser mes mots de passe. Il m'a conseillé de mettre à jour toutes mes informations immédiatement. Les preuves d'un début de fraude financière s'accumulaient. La déclaration publique de mon petit ami a tout changé. Il a posté sur son propre compte à propos de mes dossiers médicaux, du fait qu'il avait vu ma douleur de ses propres yeux. Il a annoncé son intention de m'épouser, avec ou sans la bénédiction de sa famille. La réaction de sa mère a été explosive, comme prévu, mais il est resté ferme. Tante Sarah et moi nous sommes rapprochés durant la crise. On passait nos soirées à boire du vin et à comparer nos expériences avec Patricia. Elle m'a révélé davantage d'histoires familiales, y compris une liaison vieille de 10 ans qui avait failli ruiner le mariage de maman. Même en sachant que cette information pouvait la détruire, j'ai refusé de l'utiliser. Garder ma dignité comptait plus que la destruction mutuelle. Maman m'a prise par surprise à la pharmacie alors que je récupérais mes médicaments. Elle m'a bloqué l'accès au comptoir, me soufflant que c'était elle qui m'avait faite, et qu'elle pouvait me détruire. J'ai simplement répondu qu'elle avait déjà essayé, et que j'avais survécu. Le pharmacien observait nerveusement, prêt à appeler la sécurité. 3 infirmières du jour de ma chirurgie ont retrouvé ma publication et ont confirmé publiquement que personne n'était venu me voir pendant mon hospitalisation. Elles s'en souvenaient parce que c'était rare, vu la gravité de l'intervention. Leur témoignage professionnel a réduit à néant les mensonges de maman sur son rôle de mère dévouée. Sa co-organisatrice caritative a discrètement démissionné. Elle a dit aux autres qu'elle ne pouvait plus être associée à une telle controverse. Les conséquences sociales que maman craignait tant se produisaient naturellement. Son image soigneusement construite s'effritait morceau par morceau. Papa m'a envoyé un message plein d'ironie amère. Maman avait dépensé 30 000 $ en avocats et agences de relations publiques pour essayer de sauver son image. Presque exactement la somme qu'elle m'avait volée pour ma chirurgie. Il se ruinait à mener une guerre qu'elle avait elle-même déclenchée. Il m'a supplié de mettre fin à tout ça, mais je lui ai rappelé qu'ils avaient fait ce choix. Les donateurs du GoFundMe ont commencé à partager mon histoire dans leur propre communauté. Des groupes de soutien aux victimes d'abus financiers. Des forums pour enfants de parents narcissiques. L'histoire s'est propagée naturellement à travers des réseaux de personnes qui comprenaient cette souffrance. Maman s'est présentée sur mon lieu de travail pendant la pause déjeuner. Les caméras de sécurité l'ont filmée dans le hall, racontant à qui voulait l'entendre qu'elle aurait dû me laisser souffrir plus longtemps. Le vigile l'a escortée dehors, mais le mal à sa réputation était fait. Son masque était tombé en public. Mon patron m'a convoqué le lendemain. Il recevait des appels concernant ma prétendue instabilité depuis des semaines,
mais il avait aussi constaté que mes performances au travail s'étaient nettement améliorées après l'opération. Il m'a annoncé que j'allais être promu, pas renvoyé. Le mérite avait triomphé de la manipulation. L'avocat de maman l'a abandonnée après avoir découvert qu'elle avait menti sur les accusations de diffamation. Les relevés bancaires que j'avais publiés étaient authentiques. Les dossiers médicaux aussi. Il n'y avait aucune diffamation, juste des vérités qu'elle voulait cacher. L'employé du country club qui m'écrivait a révélé le dernier élément du puzzle. Maman avait tenté de voler mes dossiers médicaux tout en jouant au tennis avec un thérapeute. On aurait dit quelqu'un qui jongle avec des torches enflammées sur un monocycle. Une détermination impressionnante à être la pire personne possible. Il y a 20 ans, elle avait convaincu tante Sarah d'investir dans une fausse opportunité commerciale. Les 18 000 $ que tante Sarah avait perdus venaient de l'héritage laissé par leur grand-mère. Un schéma. L'argent familial volé pour l'image et le statut. Cette trahison avait définitivement brisé leur relation. J'ai prévenu ma cousine de bien protéger son fonds pour l'université. Maman avait déjà approché ses parents avec des propositions d'investissement. En exposant ce modèle de comportement, j'ai empêché une nouvelle génération de tomber dans le même piège. Le cycle se brisait. La sœur de mon petit ami a rejoint notre réseau de soutien publiquement. 2 cousines sont sorties du silence. 3 amis de la famille qui voyaient clair dans le jeu de maman depuis longtemps. Même quelques dames de l'église qui avaient déjà été témoins de ces manipulations. Le cercle protecteur autour de moi se renforçait pendant que le monde de maman se rétrécissait. Ces tentatives d'accéder à mes dossiers médicaux ont échoué lorsque la clinique a confirmé mon identité directement. Ces essais pour consulter mes fichiers professionnels se sont heurtés à des pare-feux renforcés. Le gardien de mon immeuble avait été averti à son sujet. Tous ces chemins d'attaque se refermaient, car j'avais appris à me protéger. Moi-même. Madame Wellington a vu maman me hurler dessus sur le parking du country club. La matrone de la haute société, qui avait autrefois encensé les talents d'organisatrice d'événements de maman, vit enfin la véritable Patricia, instable, désespérée, menaçante. Le masque tomba devant la personne dont l'opinion comptait le plus pour maman. Des contacts professionnels, ayant suivi la situation, me contactèrent en privé. Ils comprirent que j'avais traversé l'enfer et respectèrent la manière dont j'avais géré les choses. Ma réputation dans mon domaine en sortit même renforcée, les gens voyaient ma résilience et mon intégrité. Des images de vidéosurveillance du lieu de la fête d'anniversaire refirent surface. La coordinatrice de l'événement confirma que la facture finale s'élevait bien à 35 000 $, exactement comme je l'avais déclaré. Chaque détail que j'avais partagé fut vérifié par des sources indépendantes. La vérité finit toujours par se révéler. Le 60e anniversaire de maman approchait. La femme qui autrefois dressait des listes d'invités de 200 personnes avait bien envoyé autant d'invitations. Mais les réponses positives arrivaient au compte-gouttes. Les conséquences sociales qu'elle redoutait tant se manifestaient. Sa grande célébration virait au fiasco public. Papa finit par briser le silence. Il publia un message annonçant qu'il avait trop longtemps cautionné le comportement de Patricia. Il confirma que j'avais dit la vérité et annonça qu'elle allait recevoir une aide professionnelle. Cet aveu arrivait trop tard pour réparer notre relation, mais représentait un tournant décisif. Je me demandais jusqu'où aller. Les preuves que j'avais rassemblées pouvaient complètement détruire maman. Mais la destruction n'était pas mon but. Je voulais de la responsabilité, et me protéger à l'avenir. J'ai donc publié une déclaration simple, remerciant ceux qui m'avaient soutenu et annonçant que j'allais de l'avant, avec amour pour ceux qui m'étaient restés fidèles. Le country club demanda officiellement la démission de maman de son poste de présidente du comité social. Le rôle qu'elle convoitait depuis des années, celui qui définissait sa place dans la société, disparut du jour au lendemain. Les conséquences naturelles furent plus puissantes que n'importe quelle vengeance que j'aurais pu planifier. Des membres de la famille élargie, qui avaient subi un traitement similaire au fil des années, prirent enfin position. Ils étaient restés silencieux pour éviter les conflits, mais ma prise de position publique leur donna la permission de reconnaître leurs propres expériences. Le schéma de manipulation de maman touchait plus de monde que prévu. Le 60e anniversaire de maman arriva dans l'indifférence générale. La réservation au restaurant pour 50 personnes resta vide, à l'exception de papa. Les photos du country club montraient la salle à manger privée qu'ils avaient réservée, couverte de poussière. Le triomphe social tant attendu se transforma en monument à son isolement. Une dernière tentative de manipulation arriva sous forme de fleurs. La carte disait simplement « Peut-on repartir de zéro ?» J'ai renvoyé les fleurs avec une note de ma part. Repartir de zéro exige d'abord de la responsabilité. Elle n'avait jamais reconnu le vol, la douleur, ni les années de souffrance. Sans cela, il ne pouvait y avoir de réconciliation. Le comité d'adhésion du country club se réunit pour discuter du statut de maman. Son comportement récent, combiné aux rumeurs concernant des irrégularités dans les levées de fonds, déclencha un examen formel. L'institution autour de laquelle elle avait bâti son identité la rejetait. Mon petit ami me demanda en mariage en privé, dans notre appartement, loin du tumulte. Il me dit que ma force à travers cette épreuve lui avait montré exactement la personne avec qui il voulait passer sa vie.
La bague n'était pas aussi chère que ce que son héritage aurait pu lui permettre, mais elle avait bien plus de valeur, il avait choisi l'amour plutôt que l'argent. 3 anciennes victimes de maman me contactèrent en privé pour partager leur histoire. Chaque récit suivait le même schéma, de l'argent pris sous prétexte de l'image familiale, du gaslighting pour les faire culpabiliser, des années de manipulation. Leur validation m'a permis de guérir des blessures que je ne savais même pas porter. J'ai rassemblé toutes les preuves dans un document unique, retraçant le schéma d'abus financiers sur des décennies. Pas pour diffusion publique, mais pour les membres de la famille qui avaient besoin de se protéger. La vérité, organisée en un modèle irréfutable. Papa demanda la séparation. Il dit à maman qu'il ne pouvait plus faire semblant et qu'elle avait besoin d'une aide qu'il ne pouvait pas lui offrir. L'homme qu'il avait soutenu pendant des décennies atteignait enfin sa limite. Leur image parfaite vola en éclats. La sœur de maman, vivant à l'autre bout du pays, m'appela à l'improviste. Sa voix tremblait lorsqu'elle m'expliqua comment maman lui avait volé son héritage, il y a 25 ans. Elle me remercia d'avoir enfin révélé la vérité. La validation venant de quelqu'un qui avait souffert en silence pendant des décennies renforça ma détermination. Une chaîne locale reprit l'histoire comme exemple de sensibilisation aux abus financiers. J'ai accepté, à contre-cœur, une interview anonyme sur les signes à reconnaître. Le reportage se concentra sur l'éducation, pas sur le sensationnalisme. Mon expérience pouvait aider d'autres personnes piégées dans des situations similaires. L'examen informel des comptes de maman au sein du club révéla des irrégularités inquiétantes. Plusieurs membres rendirent discrètement des dons qu'ils soupçonnaient d'avoir été détournés. L'institution géra tout en interne, évitant le scandale public tout en assurant une forme de justice. Mes préparatifs de mariage commencèrent avec le soutien sincère de personnes inattendues. La fleuriste qui avait travaillé sur les événements de maman offrit ses services à prix coûtant. Le photographe de la fête d'anniversaire se proposa bénévolement pour immortaliser notre jour J. Tous avaient été témoins du comportement de maman au fil des années et voulaient m'aider à créer quelque chose de vrai. Maman s'invita de force à un dîner intime où j'avais prévu d'annoncer mes fiançailles à mes amis proches. Elle fit irruption dans le restaurant, maquillage coulant, exigeant qu'on l'écoute. Les autres clients la regardèrent, horrifiés, tandis qu'elle hurlait sur les enfants ingrats et les vies-volées. Quelqu'un filma sa crise avec son téléphone. En quelques heures, la vidéo se répandit sur les réseaux sociaux de notre communauté. Maman paraissait instable, presque dangereuse. Son image soigneusement entretenue s'évapora en 3 minutes de vidéo brute. Certains parents éloignés me blâmèrent pour ce scandale public. Ils m'envoyèrent des appels, des SMS, des mails, me reprochant de ne pas avoir réglé ça en privé. Leurs remords me blessèrent, surtout venant de gens qui ne m'avaient jamais soutenu pendant ma crise médicale. Mon fiancé était en déplacement professionnel quand la vague de critiques familiales atteignit son apogée. Je restais seul dans notre appartement, doutant de tout. Avais-je été trop loin? Aurais-je dû garder ça pour moi? Le doute s'insinua comme un poison. Mais je me rappelais la douleur, les emplois perdus, les nuits à pleurer recroquevillées, les 2 années de souffrance qui auraient pu être évitées. Je décidai de maintenir mes limites, malgré la culpabilité. Cautionner maman n'aiderait personne. Un soir, maman envoya une menace à peine voilée par l'intermédiaire du téléphone de papa. Mes mains tremblaient en lisant le message. J'appelai papa directement, contournant sa manipulation. Il confirma qu'elle faisait des gestes théâtraux pour attirer l'attention, pas de réels actes de danger. Il avait déjà contacté son thérapeute. Je me rendis chez mes parents avec tante Sarah et mon fiancé, pour ce qui allait être notre confrontation finale. Maman était assise dans le salon, entourée de ses 3 derniers partisans. Ils nous fusillèrent du regard à notre entrée, prêts pour l'affrontement. Maman lança son discours bien rodé sur comment j'avais tout inventé pour attirer l'attention. Ses amis restant acquiesçaient, désespérés de croire que leur propre secret restait en sécurité. Puis papa fit quelque chose d'inattendu. Il fit glisser silencieusement des papiers de divorce sur la table basse. La pièce tomba dans un silence pesant. Les mains de papa tremblaient tandis qu'il révélait la vérité sur le comportement de maman. Tout avait commencé petit, prendre mon argent d'anniversaire, vendre mes cadeaux contre de l'argent, toujours sous prétexte de préserver l'image de la famille. Les vols s'étaient intensifiés avec les années. Madame Pemberton arriva sans prévenir, interrompant la confession de papa. Elle se tenait sur le pas de la porte, tenant une enveloppe Kraft. Son annonce choqua tout le monde. Elle avait aidé Patricia à dissimuler des fonds caritatifs pendant des années. La culpabilité était devenue insupportable. Elle rendait tout, avec les intérêts. L'enveloppe contenait 45 000 $ en chèques de banque adressés à diverses associations. La confession de Madame Pemberton déclencha un effet domino. Les autres soutiens de maman se souvinrent soudain de rendez-vous urgents. Ils prirent la fuite, la laissant seule face à une famille qui connaissait désormais la vérité. J'étais confronté à un choix. Je pouvais exposer publiquement la fraude caritative, assurant ainsi la destruction totale de maman, ou je pouvais laisser le country club gérer cela en interne, lui permettant de faire face aux conséquences sans être complètement anéanti. Malgré tout ce qu'elle avait fait, j'ai choisi la clémence plutôt que la vengeance. Le conseil du country club réagit rapidement.
Ils exigèrent le remboursement intégral des fonds manquants. Maman dut vendre sa collection de bijoux et sa voiture de luxe pour couvrir les paiements. Les conséquences naturelles de ces actes se révélèrent plus efficaces que n'importe quelle punition que j'aurais pu organiser. Sa dernière tentative de manipulation passa par une connaissance commune. Elle avait demandé à cette femme de dissimuler des substances dans ma voiture, puis de passer un appel anonyme. La femme, horrifiée, me prévint immédiatement et coupa tout contact avec maman. Même ses manigances les plus désespérées échouaient. Papa entama une thérapie avec un conseiller chrétien spécialisé dans les comportements de facilitation. Il commença à comprendre comment sa passivité avait permis à maman d'aller aussi loin. Le fait que Patricia ait tenté de faire accuser sa propre fille prouve à quel point elle était prête à tout lorsqu'elle perdait le contrôle. Ce n'était plus simplement de la manipulation. C'était une tentative délibérée de nuire gravement. Peu à peu, prudemment, nous avons commencé à reconstruire notre relation par le biais de conversations supervisées. La liste d'invités pour le mariage prit forme, sans le nom de maman. Cette décision était douloureuse, mais préserver mes limites comptait davantage que les traditions. J'inclus une note pour papa, précisant qu'il serait le bienvenu, s'il venait seul. Maman admit finalement à papa, lors d'une séance de thérapie, qu'elle s'était laissée emporter par les apparences. Ce n'était pas une reconnaissance complète du mal qu'elle avait causé, mais c'était ce qui s'en rapprochait le plus venant d'elle. Papa la menaça de divorce si elle reprenait contact avec moi sans mon autorisation. La limite fut respectée. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un me protégeait de sa manipulation. Le soulagement était immense. Notre jour de mariage arriva, 2 ans après la confrontation. Petit, sincère, entouré de la famille choisie et d'amis véritables. Papa assista seul, les larmes aux yeux en me conduisant à l'autel. Son excuse murmurée signifiait tout pour moi. Lors de la danse père-fille, j'aperçus un mouvement à travers les fenêtres du lieu de réception. Maman se tenait de l'autre côté de la rue, observant de loin. Elle semblait plus petite, comme réduite par ses propres choix. Nos regards se croisèrent à travers la vitre. Je hochai la tête une fois, reconnaissant sa présence sans l'inviter à entrer. Puis je me tournai vers papa, vers mon fiancé, vers la vie que j'avais construite sur la vérité plutôt que les apparences. Le passé restait dehors, là où il devait être, ne contrôlant plus mon avenir. La réception continua dans la joie et les rires sincères. Pas de sculpture de glace ni de pyramide de champagne, juste des gens vrais, célébrant un amour authentique. Tante Sarah prononça un toast sur la force à travers l'adversité. La sœur de mon fiancé m'accueillit officiellement dans leur famille. Maman resta à l'extérieur pendant toute la réception, un fantôme à son propre mariage. La sécurité veillait, mais n'eut jamais besoin d'intervenir. Elle partit aussi discrètement qu'elle était venue, comprenant enfin ce qu'elle avait perdu en poursuivant le statut au détriment de l'amour. Le soleil se coucha sur une journée parfaite, construite sur l'authenticité plutôt que sur l'artifice. Chaque sourire était sincère, chaque moment réel. Ce mariage modeste avait coûté moins cher qu'un seul des galas de maman, mais il signifiait infiniment plus. Papa me serra dans ses bras pour me dire au revoir, glissant une enveloppe dans ma main. À l'intérieur, un chèque de 35 000 $, non pas de maman, mais tiré de ses propres économies de retraite. Sa manière à lui de faire amende honorable pour ne pas m'avoir protégé quand j'en avais le plus besoin. Je regardais autour de moi tous ceux qui m'avaient soutenu pendant la période la plus difficile de ma vie. Des amis qui m'avaient cru quand des gens puissants me traitaient de folle. Une famille qui avait choisi la vérité plutôt que le confort du mensonge. Un compagnon qui avait préféré l'amour à l'héritage. Voilà ce que maman n'avait jamais compris. Les vraies relations ne se construisent pas sur des sculptures de glace et des robes de créateurs. Elles se forgent dans les moments difficiles, quand les gens révèlent leur vrai visage. Chaque personne présente à mon mariage avait prouvé sa valeur par ses actes, non ses apparences. Le groupe joua notre dernière chanson pendant que les invités commençaient à partir. Aucun vidéaste professionnel pour tout capturer. Aucun photographe mondain pour nous mettre en scène. Mais les souvenirs étaient plus précieux car ils étaient vrais. Mon mari et moi restâmes ensemble à regarder nos proches s'éloigner. Demain, nous commencerions notre vie de jeunes mariés, libres de toute manipulation toxique et des faux-semblants. Le chemin avait été douloureux, mais il nous avait menés à quelque chose d'authentique. Les choix de maman lui avaient tout coûté, tout ce qu'elle prétendait valoriser. Son adhésion au country club, perdue. Sa réputation sociale, détruite. Son mariage, terminé. Sa fille, perdue. Tout sacrifié pour une image qui s'est révélée creuse une fois mise à l'épreuve. Mais moi, j'avais gagné bien plus que ce que j'avais perdu. Un partenaire qui m'avait choisi plutôt que l'argent. Un père qui avait enfin appris à me protéger. Une tante qui avait toujours vu la vérité. Des amis qui avaient été présents quand ça comptait vraiment. Une vie fondée sur l'honnêteté plutôt que sur les faux-semblants. Les lumières du lieu s'éteignirent tandis que nous nous préparions à partir. Notre lune de miel serait modeste. Une semaine dans un chalet au bord d'un lac. Pas de destination exotique ni de complexe de luxe. Juste du temps ensemble, pour construire notre avenir sur des bases solides. Je jetai un dernier regard à la rue où maman s'était tenue. Vide à présent, comme la vie qu'elle s'était construite à coups de manipulation et de vol.
Son absence avait des allures de cadeau. Le plus beau présent de mariage qu'elle aurait pu offrir. La liberté de vivre sans son ombre. Merci de m'avoir laissé glisser mes 2 centimes tout au long de cette histoire. Restez vigilants, là dehors.